Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous dis Salam Alaikum. Ensuite, je vais directement entamer cette troisième partie du cours graphe 7 dans laquelle on va traiter les graphes 7 à séquence simultanée. Avant d'entamer le graphe 7 à séquence simultanée, je vais tout d'abord reprendre rapidement les notions déjà définies. Nous avons donc vu auparavant les étapes et les actions associées aux étapes. Nous avons dit qu'il existe deux types d'étapes. L'étape initiale représentée par un carré double. Ici, dans ce schéma, on ne voit pas d'étape initiale. Ensuite, nous avons dit qu'il existe, pour les étapes normales, on peut associer une action ou pas associer une action à l'étape. Et ici, on parle d'étape d'attente. Ensuite, nous avons parlé des transitions et les réceptivités associées aux transitions. Nous avons dit qu'il y a des réceptivités toujours vraies, des réceptivités toujours vraies ou bien des transitions toujours vraies, dont la réceptivité est égale à 1. Donc ensuite, nous avons vu les séquences. Ceci est une séquence. Donc une séquence est une suite de étapes. Étape transition, étape transition. Celle-là aussi, c'est une séquence. Je passe maintenant au graphe 7 à séquence simultanée ou bien aiguillage en et ou aussi appelé parallélisme structurel. Donc, on dit qu'on a aiguillage en et si le franchissement d'une transition conduit au déroulement parallèle de plusieurs séquences indépendantes. Par exemple, ici, cette transition va conduire à l'exécution de cette séquence et cette séquence. Donc, comme on le voit sur cette figure, un aiguillage en et commence toujours par une divergence en et. La divergence est représentée par un double trait. De même, qu'un aiguillage en et se termine toujours par une convergence en et. La divergence se met juste derrière la transition qui mène au déroulement de plusieurs séquences indépendantes. Et la convergence en et se met après les séquences indépendantes, après toutes les séquences indépendantes. Un aiguillage en et est donc l'activation parallèle ou bien l'exécution simultanée de plusieurs séquences indépendantes. Je vais ajouter quelques remarques à la définition que je viens d'expliquer. Dans la première remarque, il est noté qu'une divergence en et se termine toujours par une convergence en et. Bien sûr, si j'ai divergence en et, il est obligatoire d'avoir une convergence en et. Je ne peux pas avoir une divergence en et sans convergence en et. C'est une erreur. Ensuite, dans la deuxième remarque, il est noté qu'on doit prévoir à la fin de chaque séquence indépendante une étape d'attente. Cela va permettre la désactivation des séquences en même temps. Donc, vu que les séquences indépendantes vont être activées et désactivées en même temps, on doit prévoir des étapes d'attente à la fin de chaque séquence indépendante au cas où qu'une séquence se termine avant l'autre. Par exemple ici, j'ai cette séquence, elle contient une seule instruction. Ça se peut que cette séquence, elle va se terminer avant cette séquence. Donc qu'est-ce qu'il faut? Je dois attendre la fin de cette séquence. D'accord? Ensuite, dans la troisième remarque, il est noté qu'une convergence en et est suivie par une réceptivité toujours vraie. Donc ici, vu que les séquences indépendantes se terminent par une étape d'attente et vu que ces séquences indépendantes doivent converger par une étape commune. Donc, il doit y avoir l'alternance étape, transition, transition, étape. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté une transition. Pourquoi cette réceptivité, elle doit toujours être vraie? C'est pour être sûr qu'une fois les séquences indépendantes exécutées, donc, on doit automatiquement converger à l'étape commune. Ensuite, dans la dernière remarque, j'ai noté que le nombre de branches parallèles peut être supérieur à 2. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'avoir juste deux
2 séquences indépendantes, mais je peux avoir 3, 4, 5 séquences indépendantes qui vont s'exécuter en parallèle. Je passe maintenant à notre exercice. Je vais tout d'abord lire l'énoncé, ensuite je vais expliquer le principe de fonctionnement. Donc, quand on appuie sur le bouton DCY, les chariots CH1 et CH2 effectuent un cycle aller-retour. Le prochain cycle ne peut être relancé que si les deux chariots sont en leur position de départ complètement à gauche. Donc ici, j'ai 2 chariots qui vont effectuer un cycle aller-retour. Donc quand on appuie sur le bouton DCY, les 2 chariots vont aller complètement à droite. Ensuite, ils vont revenir complètement à gauche à leur point de départ. Bien sûr, les cycles aller-retour vont se faire simultanément. Ici, nous avons 4 capteurs, les 2 capteurs G1 et G2 qui vont nous dire que les chariots sont complètement à gauche. Et les 2 capteurs D1 et D2 qui vont nous dire que les chariots sont complètement à droite. Ensuite, nous avons 4 actions. Donc, l'action G1 pour se déplacer à droite, et plutôt G1 pour se déplacer à gauche et D1 pour se déplacer à droite. Ces 2 actions sont relatives au chariot CH1. Même chose pour les 2 actions G2 et D2. Donc maintenant, il faut juste faire attention quand vous allez recopier les actions et les capteurs sur le graph-set, parce que les capteurs, c'est des petits G et des petits D, et les actions, c'est des grands G et des grands D. Je vais faire maintenant notre solution, la solution de l'exercice. Donc tout d'abord, nous avons dit que tout graph-set doit comporter une étape initiale. Ensuite, à quel moment les 2 chariots vont se déplacer? Donc, quand on appuie sur le bouton DCY, donc nos cycles vont commencer. Donc, ici, on a dit que les 2 chariots vont se déplacer simultanément. Ça veut dire qu'on a une divergence en E. Ensuite, je vais commencer tout d'abord avec la première branche qui est relative au chariot 1. Ensuite, je vais faire la deuxième branche qui est relative au chariot 2. Donc, mon chariot va se déplacer complètement à droite. Donc, l'action, c'est D1. Ensuite, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand il atteint. Ensuite, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand il atteint le capteur petit D1. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir à gauche. Donc, c'est l'action G1. Et il va s'arrêter une fois qu'il atteint ce capteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'après chaque séquence indépendante, on doit prévoir une étape d'attente. Donc ici, je vais mettre une étape d'attente. Maintenant, je vais passer à la deuxième branche. Donc, même chose. Donc, le chariot va se déplacer jusqu'au capteur D2. L'action, c'est, il va se déplacer à droite. Quand il atteint le capteur D2, il va revenir à gauche. Quand il atteint le capteur jusqu'au capteur G2, petit G2. Donc ici, je prévois aussi une étape d'attente. Ensuite, après les étapes d'attente, qu'est-ce qu'il vient? Il vient une convergence en E. Parce qu'on a une divergence, on doit avoir une convergence en E. Après la convergence, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin d'une transition toujours valide, une transition toujours vraie. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les étapes d'attente vont converger vers une étape commune. L'étape commune ici, donc les chariots vont rien faire, vont pouvoir recommencer un nouveau cycle. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape initiale. J'ai terminé la troisième partie. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à poursuivre l'explication du graph-set avec choix de séquence dans la prochaine partie.